Il y a des moments très forts dans la façon de cuire les légumes. Comment on va cuire une carotte aujourd'hui? Est-ce qu'on va la cuire dans le fond de la casserole? Est-ce qu'on va la braiser? En faire une farce? C'est une recherche permanente. Moi, ce que j'aimerais, c'est travailler avec mes jardins. J'aimerais faire un restaurant de saison où je mets dans la casserole que les légumes du potager. L'animal, j'avais plus d'émotion. J'avais du mal à créer, je ne trouvais plus de créativité. Et là, avec le végétal, je retrouve une dynamique. J'ai envie de créer, j'ai envie de cuisiner. À la fin des années 90, survient le scandale de la vache folle. Comment tu as vécu cette épidémie? Bienvenue dans le tête-à-tête des pionniers. Aujourd'hui, je reçois Alain Passard. Bonjour Alain. Bonjour. Alors à 14 ans, tu as décidé d'être cuisinier et tu n'as jamais changé d'avis depuis. À force de travail et de sensibilité, tu es devenu l'un des meilleurs rôtissiers au monde et tu as obtenu les précieuses 3 étoiles Michelin pour ton restaurant L'Arpège. Et puis, tu as décidé de tout changer, ou plutôt d'explorer ton art plus loin, puisque en 2000, à la surprise générale, tu passes au végétarien. Tu t'es remis en question, ou plutôt tu t'es remis au fourneau jour et nuit, et tu as tout réinventé. Ta capacité de travail, ta vision, ton œil d'artiste et ton geste unique, hérité de ta famille dans laquelle la main et l'art étaient omniprésents, t'ont fait réaliser ce qui paraissait impossible, conserver 3 étoiles en étant végétarien. Aujourd'hui, tous les 3 mois, tu changes d'ingrédients au gré des saisons, tu cultives les légumes que tu sers à tes clients et tu maîtrises donc toute la chaîne, de la fourche à la fourchette, selon l'expression. Et chaque jour, tu réinventes ton métier avec des couleurs, des goûts, des formes créatives. Tu es au sommet de ton art pour le plus grand bonheur des gastronomes qui viennent à l'Arpège restaurant qui ne désemplit pas. Alors dans les pionniers, on s'intéresse particulièrement aux émotions, aux apprentissages de celles et ceux qui ne font pas comme tout le monde. Je pense que voilà, on va être Ouais, bien ouais. servi. Tes émotions à toi, elles passent souvent par le goût, et par le ventre, mais aussi, comme tout le monde, par le cerveau et par le cœur. C'est de cela dont on va parler. C'est à elles qu'on va s'intéresser en découvrant tes motivations et tes ressentis. On va plonger dans ton univers, se mettre à la place d'Alain Passard et notre exploration sera agrémentée d'informations et d'illustrations de Rebecca qui viendra ici en plateau. Mais pour l'instant, on va commencer tout de suite par ton parcours. Tu es né en 56 à La Guerche de Bretagne, en Ille-et-Vilaine. Tu viens d'une famille d'artistes, de créatifs qui t'ont transmis l'art du geste entre la couture, la musique, la sculpture. Et c'est ta grand-mère, la première, qui t'a mis devant les fourneaux. Tu te rappelles de ce que vous cuisiniez ensemble Et ben, avec ta grand-mère? c'était très partagé en fin de compte, parce qu'on avait le potager, bien sûr. Donc il y avait quand même une cuisine très légumière, mais la grand-mère avait quand même une passion pour le feu. C'était un rôtisseur fabuleux, et donc la volaille, l'agneau, tout était une aventure, quoi. Elle aimait ce moment où elle allumait son fourneau. C'était l'époque des fourneaux à bois, donc c'était bien sûr pas de thermostat, c'était tout à Il l'oreille. fallait être là, oui. Ah, il fallait être là. Donc là, on ouvrait la porte du four Le bruit du feu. pour temporiser un petit peu les cuissons, hein. Donc c'était une cuisine, bourgeoise, hein, donc énormément de de très belles entrées, les crudités du potager, et ensuite il y avait toujours un très joli poisson, qui était servi, très souvent, très simplement, hein. Il pouvait y avoir une petite sauce, au vin, mais et ça se terminait toujours par une belle volaille, et ça, bon, elle avait le truc. Toujours farcie, bien sûr, parce qu'elle disait qu'une volaille, c'est toujours farci, parce que sinon elle dessèche pendant la cuisson. Bon, on mettait la petite farce à l'intérieur à base de fines herbes, les petits abats de la volaille, et c'est vrai que moi je le fais toujours. Quand la volaille n'est pas farcie, elle est toujours plus sèche après la cuisson. Alors parce que la farce protège, elle apporte énormément d'humidité pendant la Mm. cuisson, et c'est une recette que j'ai gardée. Entre tes 14 et tes 24 ans, tu vas passer sous les ordres de 3 chefs, Michel Kérévert, Gérard et Gaston Boyer et Alain Sandrins. Qu'est-ce que tu as appris de chacun d'eux? Bah, Michel Kérévert, ça a été, je dirais l'organisation, c'est le début, j'avais 14 ans, donc la technique, bien sûr, hein, je dirais la beauté du geste, hein, Ah bah, c'est 14 ans, c'est pas facile d'avoir un beau geste, ouais, mais il était très vigilant, et il savait capter les moments comme ça où je pouvais avoir une main un petit peu trop présente. Gaston et Gérard Boyer, je dirais que ça a été, le goût.
le goût. Ils m'ont énormément appris à assaisonner, à avoir un petit peu, ce réflexe comme ça, à corriger o olfactivement une sauce, tu vois? Quand la sauce fume, hein, être capable de dire olfactivement: «Ça manque de sel ou d'épices», hein. Et Alain Sandrin, bien sûr, la créativité, hein. Donc là, l'oreille, hein, le chant du feu, la cuisson, hein, c'était chez lui quelque chose de très important. Heu et puis le visuel. Il avait, tendance à être très exigeant sur le visuel, il nous demandait toujours de «Travaille ton visuel». La suite, c'est Rebecca qui va nous la raconter. Et dès vos 26 ans, vous devenez le plus jeune chef récompensé par 2 étoiles. 2 ans plus tard, vous intégrez le restaurant du prestigieux Carlton de Bruxelles et vous obtenez 2 étoiles encore. À 30 ans, vous créez l'Arpège, là où vous lancez votre célèbre poulet au foin notamment. En un an, vous gagnez une première étoile. En 2 ans, une deuxième et quelques années plus tard, une troisième que vous avez d'ailleurs toujours conservée jusqu'ici. Après avoir fait un peu de télévision dans l'émission Quand c'est bon, il n'y a pas meilleur sur France 3 fin des années 90, vous redécouvrez ensuite le jardin, les fruits et les légumes et réalisez que vous ne les valorisez pas assez dans vos assiettes. Vous décidez alors de vous consacrer totalement au tissu végétal en acquérant 2 potagers de légumes 100% naturels de l'Arpège pour placer le légume au cœur de vos assiettes et être ainsi devenu pionnier dans la matière. Du carpaccio de Saint-Jacques au gratin d'oignon, au tartare végétal en passant par les tartelettes potagères jusqu'à la betterave en croûte de sel, vous devenez là le plus grand cuisinier des légumes, défenseur de la nature et en êtes multi-récompensé, notamment par le guide Gault et Millau avec 5 toques où vous obtenez la plus haute distinction, mais aussi à travers un épisode de la série Netflix Chef Table France qui vous est consacré. Ah, Ah, on est bien renseigné. Alors, tu as racheté le restaurant de ton mentor Alain Sandrins à 30 ans. fou. C'est incroyable, c'est extrêmement jeune. Comment ça s'est passé? Bon, c'est une combinaison de talent, de travail, de chance, un peu de tout ça. Comment on finance d'ailleurs cela quand on est jeune, Ah bah, c'est, chef, pour prendre ouais, un restaurant aussi bah, prestigieux? c'est vrai que les banques, ont été déterminantes, quoi. Bon, j'avais fait un prêt, hein, donc à l'époque en francs, je sais plus ce que ça, mais bon, oui, j'avais fait un emprunt assez conséquent, et ça a pas été, très compliqué parce qu'il y avait une telle motivation, quoi. J'étais, tellement heureux de retrouver la maison de mon maître, Mmh. hein. Heu, c'est un lieu où je trouve énormément de confort. Heu, je suis bien, je suis bien dans cette maison. C'est pour ça d'ailleurs que je j'ai jamais voulu me diversifier parce que je me plais chez moi, quoi. C'est un endroit c'est important de pour un chef de se sentir D'avoir bien un endroit, oui. Mais dans un alors, est-ce lieu. que tu arrives à garder les clients typiquement quand tu reprends un restaurant comme ça? Parce que les gens viennent pour un chef, généralement pour un type de Oui, cuisine, voilà, ouais. qu'ils apprécient beaucoup. Quand ça change, est-ce que ce sont les mêmes personnes qui viennent? Est-ce que ce sont d'autres? Est-ce qu'il y a un Non, petit non, mouvement, oui, difficile au oui, oui, début? non, non, toute la clientèle, mon chef était parti, place de la Madeleine, au Lucas Carton, donc sa clientèle l'a suivi. On a Ah, il faut vraiment reconstruire tout, quoi. ouais, on a reconstruit toute la Alors, tu as obtenu 2 étoiles Michelin en 2 ans, c'est quand même, extrêmement rapide, hein, on l'a dit, puis la troisième au bout de 10 ans. C'était une consécration pour l'Arpège, qui est alors une des rôtisseries, phares de la capitale. Et à la fin des années 90 survient le scandale de la vache folle. Comment tu as vécu cette épidémie? bah, pas bien. Ouais. Pas bien, pas bien, heu, bah, l'arpège était une rôtisserie dans les années 90. On a d'ailleurs 3 étoiles avec le tissu animal, hein, et donc en 99, donc la vache folle, nous tombe dessus et bon, Ça avait pris quelle ampleur, il y avait c'est parti d'Angleterre, ouais, il y a eu des cas ensuite en France et en ouais. fait le sujet c'est on n'avait plus confiance en fait, tout simplement dans Bah, moi l'origine des ça viandes. Enfin on savait pas, parce que c'était une maladie qui pouvait se transmettre à l'homme, enfin qui avait été, exactement, ouais. détectée comme pouvant se transmettre et alors Et nous, on travaillait en toute confiance, tu vois? On voyait des trains de côte de bœuf arriver le matin, c'était superbe et tout ça. Et puis, moi, ça m'a laissé quelque chose de très douloureux, quoi. J'ai très mal vécu cet épisode et donc j'ai vraiment fermé la porte, au tissu animal, quoi. Et là, j'ai ouvert une fenêtre que je connaissais pas, donc le végétal. Là, j'ai donc
Voilà, tu changer de opères un métier. changement Changer de incroyable, métier, changer de métier. ouais, j'ai découvert, un espace, extraordinaire. Donc c'est là où j'ai acheté mes 3 fermes et engagé une douzaine de jardiniers et donc Tu t'es on a dit que é tu voulais contrôler toute la chaîne, ouais. savoir d'où Bah, venaient les produits, mmh, en étant sûr, en les ayant, bah, plantés oui, toi-même. je dirais que le souvenir que m'a laissé la vache folle était quand même douloureux. Donc là, je voulais travailler vraiment un produit de qualité. Je voulais mettre un passeport sur un navet, sur une carotte. Je voulais surtout travailler en confiance. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau aujourd'hui et surtout de plus reposant que de savoir ce que l'on met dans la casserole? Alors c'était audacieux, c'était radical, tu as surpris tout le monde, y compris la critique qui a pas été bonne d'ailleurs au début. Ouais. On parlait de chef dissident, on parlait de grand chef aux petits légumes, le restaurant se vidait petit à petit. Comment est-ce que tu réagis et qu'est-ce qui t'a permis de tenir? Comment tu fais dans un cas comme ça? Parce que tu te dis: Bien «Bon, bah, sûr. moi j'ai une idée, j'ai envie de Ouais. commencer par là», mais au début, en tout cas, ça surprend tellement que tu as l'impression que pas grand monde te suit. Ouais. Bah, ce qu'il y a, c'est que j'étais tellement heureux d'avoir retrouvé parce que donc l'animal, j'avais plus d'émotion, hein, j'avais du mal à créer, je ne trouvais plus de créativité et là, avec le végétal, je retrouve une dynamique. Je retrouve de l'enthousiasme, j'ai envie de créer, j'ai envie de cuisiner, j'ai envie d'être dans mon restaurant et bah, je repars en apprentissage effectivement et puis, donc bien sûr, tous les copains chefs et même mes très bons clients me disaient: «Tu vas tout perdre, tes clients et tes étoiles». Mais il y avait pas de marketing dans tout ça. Oui, Ça c'est tout venait à fait parce que tu d'ici, avais envie ça de le venait du faire, quoi, cœur, donc ça venait du cœur et en général, quand on fait les choses avec le cœur, ça marche toujours mmh. et donc moi, je regardais devant. J'étais tellement heureux d'avoir remis le doigt sur sur une autre histoire. J'ai changé de métier. C'est je redécouvrais en réalité ce qu'était une saison, ce que voulait dire le printemps, ce que voulait dire l'été. Je repositionnais les choses. Voilà, une tomate, c'est en juillet. Les poireaux, c'est en hiver. C'est un calendrier extraordinaire. J'ai retracé les 4 colonnes et je suis reparti dans cette dynamique, fabuleuse qui, me porte toujours aujourd'hui. Et quand on est chef étoilé comme ça, est-ce qu'on discute de temps en temps ou pas du tout avec justement, le guide, Michelin qui donne les étoiles ou Oui, quoi, bien si de sûr, temps en oui, temps? oui, oui, Tu tout les à avais fait. alors, est-ce que tu Ouais. leur avais parlé de ton projet de changer, Ah oui, 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 tout à fait. On venait d'avoir 3 étoiles, hein. ouais. On a eu 3 étoiles en 96 et donc je suis allé les voir. À l'époque, c'était, Derek Brown qui était le directeur du Michelin. Donc je suis allé lui dire que tout ce qui nous avait permis d'avoir 3 étoiles, j'allais l'enlever de la carte. Alors il t'a dit quoi? Donc il est et donc il me dit: «Mais bon, mais vous allez faire quoi?» Bah, je dis: «Je vais consacrer, mon métier à la cuisine légumière» et monsieur Brown avait eu une très belle réponse. Il m'a dit: «Mais pourquoi la cuisine légumière ne vaudrait-elle pas 3 étoiles?» Alors j'ai dit: «Écoutez, moi mon choix est fait, maintenant faites le vôtre» et ils nous ont laissé les étoiles et c'est vrai que mais la critique était pas bonne au départ parce qu'on avait personne n'était venu goûter ce qu'on faisait. Mmh. Mais j'ai mis au service du légume tout mon savoir-faire de la cuisine animale. C'est-à-dire que j'ai commencé à flamber les oignons, à cuire en croûte de sel une betterave, à fumer les céleris et donc cette cuisine avait un vrai relief et ça a plu et là, le bateau est j'ai remis le bateau dans le bon sens, quoi. Comment on définit la touche Passard, tu penses? Oh, elle est pas encore, c'est pas C'est encore pas fini, défini. Non, non, c'est non, pas non. fini. C'est le Non, début, on est au ouais, je le début. sens. Je crois qu'on a, avec le temps, il y a une évolution qui se fait, ça se peaufine, et je suis en train d'un peu naître culinairement, je dirais. Alors justement, comment tu vois la suite? Ça va être fabuleux, ça va être, à mon avis moi, ce que j'aimerais, c'est travailler, avec mes jardins. Ce que j'aime, c'est j'aimerais faire un restaurant de saison où, je mets dans la casserole que les légumes du potager. Mes herbes deviennent mes épices. J'assaisonne avec, un cerfeuil, avec un persil, de la coriandre, basilic, estragon. Moi, j'ai une passion pour la couleur et effectivement, dans le jardin, il y a vraiment ce Il qu'il y a faut, toutes quoi. les couleurs. Ouais. Merci Alain, c'est, le moment pour nous de nous plonger dans l'univers de tes passions. La bonne cuisine, c'est très bien, mais ton appétit d'artiste va beaucoup plus loin, Rebecca.
Oui, et on va s'atteler à un plat que vous avez imaginé pour le magazine Beaux-Arts, parce que oui, c'est tout autant une œuvre d'art qu'une recette. En regardant cet agneau à tête de pigeon qui fait partie des créatures hybrides imaginées par Thomas Grunfeld dans sa série Misfits, vous avez été inspiré et avez créé votre propre chimère agneau-pigeon, réunissant les deux animaux pour qu'ils ne fassent plus qu'un. C'est cette improbable alliance entre poil et plume qui pourrait sembler saugrenue, mais qui au final donne un résultat totalement bluffant, sachant que le secret de la réussite de cette performance est évidemment la cuisson parfaite de ces volailles aux chairs qui sont si différentes. Donc parfois c'est l'art qui inspire la cuisine, parfois c'est la cuisine qui inspire l'art. Ouais. Toi tu mixes vraiment les 2, et notamment avec, ton œuvre Homard, que l'on va voir justement, à l'écran. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette œuvre-là justement? Bah, c'est une belle histoire parce que donc, le homard, on le découpait toujours de la même manière, en tronçons Mmh. et je trouve qu'il y a un dessin dans ce crustacé qui appelle la découpe et un jour, j'ai eu cette idée de faire ces aiguillettes de homard et de les servir, d'en faire un plat, Donc aiguillettes de de homard couper le homard dans la dans longueur, la longueur, de faire des plutôt aiguillettes que de faire des médaillons ou des exactement et c'est vrai qu'esthétiquement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Gustativement, je trouve que le fait de cambrer le homard, ça lui assouplit les chairs et donc j'ai voulu après l'immortaliser en bronze, à la fonderie, où je travaillais à l'époque, à Malakoff, fonderie, Godard et voilà donc c'est je trouve que c'est intéressant cette notion de se rapprocher comme ça de d'autres artisans parce que quand j'arrivais à la fonderie, c'était assez marrant. J'arrivais avec mon homard, on immortalise le plat, c'est ouais, j'ai passé des très grands moments, ouais. ouais, donc c'est très complémentaire. Alors on t'a aussi vu exposer, dans le Palais des Beaux-Arts de Lille et tu dis qu'en cuisine, tu es toujours à la recherche d'une image, et tu retranscris donc cette image dans la réalité de tout le monde. Alors et des fois, tu trouves d'autres images que tu retranscris dans la réalité. Tu es allé jusqu'à planter un fouet géant au milieu de la Défense aussi. Donc Ouais. on le voit ici sur les images. Alors être, artistique et diffuser l'art, ça semble être une nécessité pour toi. Pourquoi est-ce que, cela t'importe? Bah, je crois que c'est important d'avoir, un loisir à côté de ce métier de cuisinier qui est quand même très intense, d'offrir un peu à ces 5 sens une autre aventure. Heu, Quand je suis dans la fonderie, on parle d'autre chose, hem et puis, mon grand-père qui était rotinier, vannier, qui sculptait le bois à merveille, j'ai sa main un peu, quand je travaille en fonderie, je pense à lui, puis j'aime cette matière, j'aime le bronze, j'aime la terre, quand je commence à travailler un objet, donc ce sont des moments, qui me font énormément de bien, où je pense à autre chose, où je peux penser aussi à la cuisine, à Alors tu des idées. parlais du fait qu'une journée, de chef, c'est intense. Ça ressemble à quoi, en gros? Ah, c'est tôt le matin, hein. Ouais, ça C'est commence à tôt le quelle heure? le restaurant ouvre à 7 heures, hein, parce qu'on a un boulanger qui fait le pain, donc ça ouvre à 7 heures. Donc moi, en général, j'arrive en milieu de matinée, donc on a un contrôle des légumes qui arrivent du jardin. Ça cueille tous les matins, Mmh. Ah, hein, ça c'est cueilli le matin et ça arrive tous les matins, juste après ouais, chez carottes, toi? navets, tout ça, ça sort de terre tous les jours. Toutes les feuilles sont cueillies tous les jours, que ce soit un épinard, un basilic, de l'oseille, l'amarante, tout ça, c'est cueilli le matin et donc on fait un contrôle et là on tout à l'arpège, tout le monde a le droit à la parole, donc c'est un peu, chacun a sa petite idée, quoi. C'est pas tous les jours les mêmes légumes. C'est pas toujours les mêmes légumes. Quand on est dans une saison, bon, on a quand même un petit peu les mêmes choses, mais on sait que ça va durer 3 mois. Donc et là, on commence à mijoter sur le fourneau, on essaye de trouver 2 ou 3 petites idées. On garde quand même toujours 2 ou 3 grands classiques que l'on a à la carte, mais il y a il y a il y a des moments très forts dans la façon de cuire les légumes. Comment on va cuire une carotte aujourd'hui? Est-ce qu'on va la cuire, dans le fond de la casserole? Est-ce qu'on va la braiser? Est-ce qu'on va la griller? Est-ce qu'on va la en faire une farce? C'est une recherche permanente et puis très, 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 très vite le déjeuner arrive et donc
et là, on se fait plaisir. On a un menu tous légumes au déjeuner qui marche très, très bien. Alors ton art va aussi jusqu'au nom des plats, hein, j'ai quelques noms sous les yeux, donc émotion pourpre au parmesan, salade bigouden au copeaux de beurre salé, tourne-dos de choux et piments, sushi de légumes aux feuilles de figuier. Est-ce que tu t'amuses encore plus à cuisiner les légumes que ce que tu t'amusais déjà, au début de ta carrière, Ah ouais, ouais, avec le tissu animal? c'est incroyable cette cuisine parce qu'elle a un potentiel créatif qui est surprenant. On a, bien sûr les saveurs, mais il y a également les couleurs, il y a les parfums, il y a les dessins des légumes. Tout n'est que source d'inspiration, quoi. C'est une cuisine, qui est en train de trouver sa place. On le voit, ça bouge énormément autour de cette cuisine parce que je crois qu'on a tous envie de retrouver ce que veut dire le printemps, hein, ce que veut dire l'été, remettre un petit peu les choses à leur place. Et surtout, c'est une cuisine qui est remarquable parce qu'elle change, elle bouge. Tous les 3 mois, moi je dis toujours à mes chefs, tous les 3 mois, nous changeons de métier. Ah, mais est-ce que tu as une astuce justement pour nous qui connaissons un petit peu moins le rapport entre les légumes et le moment, de Ouais, l'année, auquel ils peuvent pousser? Est-ce que tu as une petite astuce pour qu'on sache quels légumes acheter à quel moment dans l'année? bah, donc c'est assez facile. En hiver, dans un jardin, il y a rien sur la branche. On est dans le racinaire. C'est comme toi, tu vois? En hiver, tu vas pas manger sur une terrasse, tu Non. manges à l'intérieur. Bah, c'est pareil, hein. Et en printemps-été, on est sur la terrasse, on est sur la branche. Donc déjà ça, c'est assez facile, Oui, c'est vrai que ça, hein. c'est un critère assez facile. Est-ce que tu fais passer un message spécifique, à tes clients ou, aux autres cuisiniers en ayant décidé d'aller vers le végétal? Non, honnêtement, moi j'ai fait ça, par rapport à mon envie, par rapport à ce que j'avais envie de faire, mais avec le recul aujourd'hui, effectivement, donc hem, je m'adresserai un peu aux écoles hôtelières, à Mmh. tous ces jeunes chefs, tous ces jeunes élèves qui veulent devenir chefs, heu et leur dire que, d'abord, ils ont choisi le plus beau métier du monde et que, ils seront heureux toute leur vie. Alors, on a une question pour toi de la part de Ingrid Astier, qui est écrivaine et qui a notamment écrit le livre Cuisine inspirée, l'audace française, dans lequel elle dresse ton portrait comme un esthète de la table. Bonsoir. Alain, j'étais en train de penser qu'un grand chef, c'était un arpenteur, un défricheur, et quelqu'un comme toi qui sait traiter d'égal à égal un homard comme un œuf. Et comme Pâques n'est pas loin, que je suis encore environnée des œufs de Pâques de Jacques Génin que tu aimes bien, je voulais te demander de nous faire rêver sur l'élémentaire, de nous montrer comment dépasser le quotidien par rapport à un œuf. Qu'est-ce que tu ferais d'un œuf? On dit bien va te faire cuire un œuf, mais avec toi, cette insulte douce devient vraiment une invitation au voyage. Alors, l'invitation au voyage avec l'œuf. J'ai pas tout, Faire cuire un œuf. c'est Comment, c'est quel voyage tu nous proposes avec un œuf? Si on doit justement composer, être créatif. l'œuf, c'est un produit, tellement exceptionnel, quoi. Bon, on fait tellement de choses avec un Ah, œuf, c'est sûr, ouais, la tellement de plateforme. choses avec La un œuf, plateforme. son blanc, son jaune, moi, j'aime, je dis toujours quand on me demande: «Quel est votre plat préféré?» Je dis: «C'est l'œuf à la coque». Ah, c'est vrai que ça, c'est très très bon, hein. Un œuf à la coque. En Avec, revanche, avec ou sans mouillette? avec mouillette, mais en revanche, je mets toujours fleur de sel et une petite pointe de curry de madras dans le jaune. Hein, ça vient un petit peu le parfumer, ça le colore un petit peu et je trouve qu'il y a une belle harmonie de saveurs. L'œuf, c'est une éponge à épices, champignons, c'est, un produit qui est c'est magique, quoi, Alors, si on veut vivre tout ça, tu as, coécrit un livre avec, Christophe Blain qui s'appelle, En cuisine avec Alain Passard. C'est une BD. ouais, C'est fabuleux parce qu'on peut vivre justement, bah, toutes les étapes, ouais, ouais, de ton quotidien, aussi tes pensées et aussi bah, évidemment tes émotions, ton énergie, hein, ça retranscrit, ouais. aussi, l'énergie qu'on peut avoir quand on travaille avec toi. Donc merci beaucoup pour tout ce partage, et puis bon, les éditeurs pourront, aller poursuivre, avec le livre, mais nous, on continue puisqu'il y a une autre séquence juste après, dans laquelle on se retrouve qui s'appelle le Quizella.
Alors, séquence Quizella, maintenant, les règles sont très simples. Je pose des questions rapidement, tu réponds rapidement, et puis on essaye d'avancer vite jusqu'à la fin du Quizella. Tu es prêt? Oui. C'est parti. Est-ce que tu préfères le goût, l'odeur, le geste ou le visuel? La main. À la main, donc le geste. Le chef qui t'inspire le plus aujourd'hui? Michel Guérard. Ton légume préféré? À quelle saison? Ah, oui, alors il y en a 4 donc. Ta madeleine de alors les 4? Donc, en hiver, le poireau. Au printemps, les petits pois. En été, l'aubergine. Et à l'automne, les châtaignes. Ouais. Ta madeleine de Proust culinaire? Ou l'œuf à la coque. Ah, justement. Que dis-tu le plus souvent? J'ai la pêche ou j'ai la banane? La pêche. La pêche. Ouais. Ton expression préférée avec un légume ou un fruit? Merci Merci. d'être là pour, merci d'être là pour confectionner cette cuisine Oui, non, légumière. je parlais alors je me suis mal Ah ouais. exprimé. Je voulais dire ton expression préférée qui contient le nom d'un légume ou d'un fruit. Tu Ah! vois, je sais pas, couper la poire en 2, Mettre cuire du mes beurre dans les raisins. épinards. Ah bah, mettre du beurre dans les épinards, très Ouais. bien. Le prochain art que tu as envie d'explorer? Le vert, Ta potion magique à toi, ce qui te rend fort? le thé vert. Ta kryptonite à toi, ce qui t'affaiblit? Le? Ta kryptonite, tu sais comme Superman, ce qui t'affaiblit? Mmh, Pas grand-chose. non, honnêtement, ouais, ouais. Pas grand-chose, Ouais. plus fort que Superman. Si tu n'avais pas pu faire ce que tu fais aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais fait? Oh, la musique. De la musique. Mmh. Quel est ton plus grand rêve aujourd'hui? Continuer la cuisine. Qu'est-ce que l'esprit pionnier pour toi? Qu'est-ce que l'esprit pionnier pour toi? Qu'est-ce que c'est Ah, c'est pas préparé, hein, donc là, ouais, c'est ouais, le bah, principe c'est du Quizella. se définir par rapport à un métier, quoi. Et pour finir, si les 8 milliards d'êtres humains écoutaient les pionniers aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Remettons les saisons à leur place. Remettons les saisons à leur place, ce sera le mot de la fin. Merci de t'être prêté au jeu, Alain. Alors, on va se quitter sur cette chanson que tu as sélectionnée, Stella Blue, des frères Belmondo. Pourquoi tu choisis cette musique-là? Parce que Lionel, c'est mon prof de sax Ah, et qu'on aime bien, dîner ensemble. encore un art qu'on aurait pu ou dû explorer, ce sera pour la prochaine émission. Ouais, plaisir. Ouais. Merci Alain de nous avoir Merci à partagé toi. tes Ouais. émotions, tes apprentissages de pionnier sur ce parcours exceptionnelissime. Merci beaucoup. Merci.